Dans un monde où de plus en plus d'États répriment la liberté d'informer, le Darknet devient un outil capital pour les journalistes. Pour nous aider dans l'analyse et les termes utilisés au sein de notre documentaire, nous serons accompagnés de Sylvain Chevalier, professeur au laboratoire d'ingénierie des systèmes de Versailles. Ses recherches sont centrées sur le traitement du signal pour les interfaces cerveau-ordinateur. Il nous sera d'une grande aide pour approfondir notre sujet. En plus des activités de recherche que je fais sur les interfaces cérébrales, je travaille également beaucoup sur les questions de sciences ouvertes et citoyennes et également sur les questions de sciences et d'art et comment est-ce qu'il est possible de mener des projets art-sciences et y compris sur des questions de justice connectée et d'utilisation de signaux cérébraux pour des fins judiciaires. Quand on nous parle du dark web, on s'imagine un espace rassemblant des criminels du monde entier, une porte d'entrée vers le trafic d'armes ou de drogue. En réalité, le dark web possède aussi de nombreux aspects positifs et peut permettre d'œuvrer au service des libertés collectives et individuelles, par exemple en aidant les journalistes à publier dans des pays où la presse est censurée. Ce thème est complexe car on confond souvent les termes de darknet, dark web et deep web. Il est donc important de les définir clairement afin de mieux comprendre le sujet. Le deep web est le contenu web simplement non indexé par les moteurs de recherche populaires comme Google. Les darknets, parce qu'il y en a plusieurs, sont des sous-réseaux d'internet utilisant des protocoles spécifiques pour permettre l'échange de contenu de manière chiffrée et anonyme. Et enfin, le dark web est l'ensemble des sites web d'un darknet. Alors, techniquement parlant, les darknets et les dark web, ça regroupe énormément de choses. Ça va être des réseaux privés, ça va être des réseaux chiffrés, ça va être tout ce qui va concerner des infrastructures de gestion de l'information qui ne sont pas accessibles directement ou par des protocoles spécifiques. Donc, c'est très très large et effectivement, l'idée, c'est que ça représente environ 80% du transfert d'informations actuel et seulement 20% font partie du web tel qu'on le connaît en fait. Les darknets ne sont pas référencés sur les moteurs de recherche et rendent leurs utilisateurs anonymes, ce qui facilite la création des marchés illégaux. Il est cependant important de préciser que la majorité des utilisateurs présents sur les darknets ne sont pas des criminels, mais des militants, des journalistes, des personnes soucieuses de la protection de leurs données personnelles et de la surveillance des États. Oui, le activisme, oui, c'est des choses auxquelles je suis très sensibilisé, en particulier dans le lien qu'il y a avec les technologies, alors à la fois sur les neurosciences et puis sur l'usage qui est fait des technologies actuelles pour la reconnaissance faciale, le suivi des personnes et toutes les dérives que ça peut avoir. Il y a plusieurs événements qui sont particulièrement intéressants, comme le Chaos Computer Club qui organise une conférence tous les ans en Allemagne, et d'autres types d'événements sur les white hacks ou, ou sur des conférences de sécurité et qui sont particulièrement intéressants pour se tenir au courant des dérives, des possibilités et des choses qui existent sur le sujet. En somme, les darknets sont des outils permettant aux journalistes de contourner la censure dans des pays où la liberté de presse est la plus contrôlée, comme en Chine ou en Iran. Forbidden Stories, par exemple, nous montre la possible collaboration entre ONG, journalistes et activistes. Soutenu par Reporters sans frontières, le site créé par le journaliste français Laurent Richard permet aux journalistes de mettre à l'abri leurs informations de manière anonyme. L'exemple de Forbidden Stories est très très bon parce que c'est un très beau travail journalistique et de collaboration qui permet de s'assurer de l'intégrité. En fait, le problème des journalistes, c'est qu'ils doivent être sûrs que leurs interlocuteurs, leurs sources, ne vont pas prendre de risques et il faut qu'ils fassent tout pour cela. Donc,
l'utilisation de moyens de chiffrement pour éviter que leurs sources puissent se faire repérer ou être capturées ou en tout cas mis en danger par le fait d'avoir parlé, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pour cela, Forbidden Stories est vraiment très bien. Ben, j'espère vraiment que ça va durer. Le mouvement activiste est très très proche du journalisme, en tout cas des journalistes d'investigation. Donc il y a des liens qui remontent à loin et je pense qu'il n'y a pas il y a aucune barrière pour que ces collaborations s'arrêtent. Donc a priori, c'est vraiment quelque chose qui va continuer et c'est quelque chose de très important. Le site est protégé par SecureDrop, un système de cryptage créé par Edward Snowden, outil hébergé sur Tor pour éviter les risques de piratage informatique. Alors, Tor, c'est un réseau spécifique qu'on appelle en forme d'oignon. En fait, enfin voilà, c'est pour ça que l'image de Tor, c'est un oignon. C'est parce qu'en fait, on va rajouter énormément de couches les unes sur les autres. Et vous allez rentrer dans un réseau dans lequel plusieurs personnes ont mis à disposition leur serveur. Donc, c'est la mise à disposition volontaire des machines. Et donc une partie du trafic va rebondir et passer parmi ces machines qui participent au réseau de Tor. Ce qui fait qu'on contacte le réseau de Tor et on ressort à un endroit inconnu. Et l'intérêt par rapport à un VPN, ou un VPN, on va se connecter voilà, sur un VPN et tout le trafic qui passe par ce VPN ressort comme étant vu juste du VPN. C'est que là, si jamais la personne qui propose le VPN, on lui demande de donner ses logs, elle est obligée de donner les informations de connexion, alors que sur Tor, ce n'est pas possible parce que chacun des acteurs va simplement faire rebondir des messages et il ne sait pas si c'est des messages qui rentrent, qui sortent, et il ne sait pas du tout vers qui elles vont et où elles vont. Voilà. Cela dit, Edward Snowden a montré que les, le, en fait, les papiers montrés par Edward Snowden ont montré que même Tor pouvait être attaqué, quoi. Ce site montre que les journalistes peuvent se servir du Darknet pour se protéger s'ils vivent dans des régimes où la liberté d'informer est réprimée. En fait, le mouvement activiste a toujours fait preuve de défiance vis-à-vis des structures étatiques, à la fois dans une tradition anarchiste et dans une tradition libertaire. C'est quelque chose qui est vraiment très ancré dans le mouvement et qui peut être critiquable par bien des aspects, mais qui est vraiment essentiel. Euh, En particulier quand il s'agit de gouvernements, de pays dans lesquels il y a de la torture, de l'oppression, de l'opposition politique. Et dans ces cas-là, effectivement, toutes les actions sont les bienvenues. En effet, selon Reporters sans frontières en 2020, on observe un recul de la liberté d'expression causé par plusieurs facteurs comme les crises géopolitiques alimentées par des dirigeants et les régimes dictatoriaux, autoritaires ou populistes qui déploient un effort considérable pour réprimer l'information et imposer leur vision du monde. La deuxième crise est démocratique avec des responsables politiques qui encouragent la haine des journalistes dont deux chefs d'État démocratiques tels que Jair Bolsonaro ou Donald Trump. Comme vous l'aurez compris, malgré les idées reçues, le Darknet ne doit pas seulement être assimilé à un repère de malfrats, mais aussi à un moyen pour des collectifs ou des communautés de prôner des valeurs, des libertés et de contourner les censures pouvant encore exister dans différents pays. Il est donc important de sensibiliser le grand public au sujet du Darknet pour qu'on arrête de le diaboliser et pour permettre à tous de protéger leurs données personnelles. Et le travail que vous faites, j'espère en fait partie. Le fait de travailler sur ces questions en ouvrant le débat et en posant la question de l'utilisation de moyens de communication chiffrés qui peuvent être mal perçus parce que c'est aussi utilisé
dans les cas les plus, les plus marquants, pour de la pédopornographie, pour des meurtres commandités, pour des échanges de drogue ou de sexe. C'est particulier de prostitution, pardon, c'est particulièrement bien mis en avant dans les médias, et toute cette question de la capacité de ces darknet et dark web à permettre une parole qui ne soit pas écoutée, surveillée, et de permettre la diffusion d'informations est vraiment importante. On peut faire le lien avec les lanceurs d'alerte pour lesquels voilà, les gouvernements successifs essayent toujours de dire que c'est une très bonne chose qu'il y ait des lanceurs d'alerte, mais en pratique, les moyens restent souvent très limités, et être un lanceur d'alerte, c'est quelque chose de compliqué. Et donc, au moins pour les communications et pour que les journalistes puissent faire leur travail, c'est vraiment important que tous ces mouvements d'activistes puissent continuer leur développement.